Juin 1960, 30 juin 2010, soit 50 ans depuis que la République démocratique du Congo a accédé à l'indépendance. Si la question de savoir de quoi sera fait l'avenir du Congo se pose avec acuité, celle relative à un bilan est inévitable. Pour Parlons-en Kin Europe, c'est le moment de faire une analyse sur l'apport des Congolais de l'étranger ou la diaspora congolaise pendant ce demi-siècle passé. Et sur ce plateau, 5 personnes nous ont fait l'honneur d'être dans ce studio de Canal 29. Nous allons leur demander de se présenter. À l'extrême gauche, Monsieur Bazungu Christian. Voilà. Je m'appelle Bazungu Christian, je suis ingénieur EPFL. Je suis donc originaire de la République démocratique du Congo. J'habite à Genève depuis 8 ans. Actuellement, donc, je suis membre du Fonds mondial de la diaspora et cofondateur de la coopérative financière de la diaspora africaine qui est en création. Merci. Merci. Je m'appelle Norbert Takizala. Je suis fonctionnaire du BIT à la retraite. J'habite la France voisine depuis 17 ans. J'ai d'autres activités, mais bon, je crois que cela suffit. Je m'appelle Anatole Malouchizougou. Je suis fonctionnaire du BIT à la retraite. J'ai travaillé dans cette institution pendant 30 ans en tant que juriste. Et actuellement, je suis président de l'Université populaire africaine en Suisse. Sébastien Mouton, chargé d'affaires à AI, ambassade de la République démocratique du Congo à Berne et représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'ONU Genève. Didier Sassa, juriste de formation, j'habite à Genève depuis 26 ans. Je suis coordinateur général de Fédération Maison Cultura. Voilà donc nos invités se sont présentés, mais je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mon confrère Louis Ndulangimbi avec qui nous allons mener ce débat. Mais cette émission sera nourrie des propos des Congolais que nous avons pu interroger dans les rues de Genève, aussi bien des autres personnes d'autres origines. Mais comme vous le savez, la République démocratique du Congo accède à l'indépendance en 1960, mais cela constitue tout un processus qui a été entre autres marqué par la table ronde tenue à Bruxelles du 20 janvier au 20 février 1960. Et nous avons l'honneur de recevoir parmi nos invités une personne qui à cette époque était étudiant à Bruxelles, Monsieur Takizala. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de la tenue de cette table ronde? Merci. Je n'ai pas participé en tant que tel à la table ronde, mais en tant qu'étudiant, groupe d'étudiants, nous avons été amenés à nous approcher de représentants congolais qui avaient été conviés par la Belgique à l'époque. Ils sont arrivés divisés. Il y avait la BACO, il y avait le PSA, il y avait MNC Lumumba, il y avait MNC Kalonji, ils étaient nombreux. Chacun représentait son parti, alors que la Belgique avait fait un cartel. Et un après-midi, nous avons demandé audience auprès de ces personnalités et c'est Papa Kasavubu qui nous a reçus. Nous étions un groupe d'étudiants de Louvain, j'étais à Louvain, un groupe d'étudiants de Bruxelles et un groupe d'étudiants de Liège. Et notre porte-parole était Liaou, Marcel Liaou. Et à Louvain, je me rappelle, il y avait Mpassé, il y avait Bolela, il y avait pour Bruxelles Bomboko, si mes souvenirs n'est pas sont bons. En tout cas, nous étions un groupe et nous nous sommes approchés d'eux. Et je me rappelle très bien, Kassabou, avec sa petite voix, il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je trouve ça merveilleux. Et première question,
de l'IAO, qui était notre porte-parole, en fait, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici en Belgique? Alors, la réponse sera, mais vous êtes des étudiants, de quoi vous occupez-vous? Et ça a été un échange assez vif, où il est ressorti que le Congo ne leur appartenait pas, qu'en fait, ils ne représentaient pas les Congolais, ils avaient été invités par les Belges, ils n'étaient pas mandatés par le Congo, les Congolais pour parler, n'est-ce pas, au nom du Congo. Et c'est à la suite de cela qu'ils ont réfléchi, et je me rappelle très bien la réflexion, ou la réaction de Papa Kassavobo qui dira à son secrétaire Kitty, Jacques, tu prendras note de ce que ces étudiants vont dire. Et à l'issue de la réunion, ils ont constitué ce qu'ils appellent le Front commun. C'est parti de là. Cette réaction d'étudiants, nous n'étions pas du tout nous mandatés, mais nous nous sommes sentis concernés par l'avenir ou le devenir de notre pays. Moi, j'appelle toujours le devenir, parce que le devenir, c'est quelque chose qu'on fait, le devenir de notre pays. Et ils ont constitué ce groupe qui a abouti, qui a mené les débats que vous connaissez, qui ont abouti, n'est-ce pas, à cette signature des dates de l'indépendance du pays. Voilà le souvenir que je me rappelle en tant qu'étudiant à Louvain et le contact avec ces personnalités de notre pays. Et sur ce plateau, je pense qu'il y a de ceux aussi qui ont eu l'idée sur la table ronde, ne serait-ce que par la lecture. Oui, la table ronde, je crois qu'il serait mieux de préciser qu'il y avait deux tables rondes. La première était politique, c'était celle de janvier à février. Et la deuxième était économique. La politique, c'est celle qui a pu décider de la date de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et l'économique, c'est celle qui devait, n'est-ce pas, se pencher sur le contentieux belgo-congolais avant l'accession de la République démocratique du Congo, du moins de l'ex-Congo belge à l'indépendance. Merci beaucoup. Et oui, Monsieur Malou. Oh, juste un mot pour dire que pendant que ces choses-là se déroulaient à Bruxelles, j'étais encore personnellement au collège, j'étais jeune élève, et c'était dans la ville de Jadoville, actuellement Likasi. Et j'habitais avec ma famille à peine quelques kilomètres de l'endroit de Boulou où Lumumba avait été enfermé et d'où il avait été sorti pour aller rejoindre les autres à la table ronde. Donc c'est juste en ce moment-là que commencent vraiment les souvenirs sur l'accession du pays à l'indépendance. Oui, chers téléspectateurs, avant de poursuivre notre émission, nous avons voulu savoir un peu plus si la République démocratique du Congo était aussi connue dans le monde. Voilà ce que les gens nous ont répondu. Vous connaissez le Congo? Oui. Il se situe où? En Afrique. Quelle Afrique? En Afrique centrale, du Sud ou... Centrale plutôt. Pardon? Afrique centrale. C'est un pays qui est assez étendu, qui a une superficie assez grande. Voilà. Le Congo, je le connais vaguement, comme je viens de vous dire. Donc, Congo est un pays africain qui se situe en Afrique centrale. Bon, bien connu par la guerre. Désolé, mais voilà. En dehors de cela, vous ne savez pas plus? Bon, je connais le pays aussi à travers la musique, les danses, l'ambiance, voilà. Ouais, alors un petit peu, je suis jamais allé, mais en tout cas j'en ai déjà entendu parler, ça de toutes les façons, quoi. Et c'est dans quelle partie de l'Afrique? Alors Afrique centrale, si je m'en souviens bien et que je me souviens bien de mes cours de géographie. Donc ouais, vraiment Afrique centrale. Ah, donc vous l'avez étudié à l'école ici? Alors étudier, j'ai pas étudié le Congo, mais la géographie du monde, donc Afrique comprise, et puis de ce que je m'en souviens, c'est vers le centre. Merci. Bah, je connais les langues qui sont parlées. Quoi? Bah, il y a en partie le Lingala, il y a aussi le Kikongo et d'autres langues, Bantou. Et sinon, bah, capitale Kinshasa, et puis d'autres villes, je crois qu'il y a Goma, il y a la région du Kivu, enfin voilà.
Aussi que ça vient du centre, quoi. On n'y est jamais allé, mais on a pu étudier un peu l'Afrique. Enfin, on a étudié un peu chaque partie du monde, donc voilà. Mais l'histoire en tant que telle du Congo, on connaît pas vraiment, quoi. Alors, il me semble que ça a été la Belgique a eu le Congo, une colonie, voilà, je n'avais plus le mot, une colonie belge pendant longtemps, et quand ils sont partis, ça a laissé place à des guerres civiles, et il me semble qu'actuellement c'est toujours un peu le foutoir. Alors vraiment, j'ai un souvenir d'enfant quand je lisais Tintin au Congo, voilà. Mais j'ai changé d'âge, évidemment, j'ai pas été influencé plus que ça par cette bande dessinée. Mais non, je connais mal. Voilà, donc vous venez certainement de suivre les réactions que nous avons recueillies dans les rues de Genève pour savoir si le Congo était quand même connu. C'est pas votre réaction également sur ce plateau? En fait, moi, c'est plutôt le deuxième intervenant qui m'a un peu fait tilder, si je dois le dire ainsi. Parce que juste pour déjà revenir à la table ronde de Bruxelles, personnellement, je n'ai pas vraiment de souvenir de cette table ronde parce que je ne me souviens pas d'y être, d'y avoir été, excusez-moi, parce que je n'étais pas encore né. Mais tout ce que je sais, ce sont plutôt les résultats de cette table ronde qui étaient bien évidemment la question de notre souveraineté internationale. Et je me souviendrai toujours d'une chanson, il y avait une chanson comme ça de Wendo, je pense. Et puis il y avait ma grand-mère qui nous la mettait tout le temps en boucle, et puis on voyait tout le temps les gens en liesse, tout ça, ils étaient vraiment contents. Et moi, quand je regardais dans cette image, en fait, je voyais deux choses. Une première chose, c'était donc la joie d'un peuple de pouvoir être reconnu en tant que tel, en tant que souverain, mais aussi l'insouciance, ou plutôt l'ignorance des enjeux qui les attendaient dans la gouvernance du pays. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les conséquences qui sont là, parce que c'est vrai que le Congo, c'est même 50 ans après, on n'arrive toujours pas à pouvoir décoller. Et le Congo n'est connu que pour la musique et la danse, comme l'a dit le deuxième intervenant. Voilà. Quelqu'un d'autre? Je voudrais juste intervenir. C'est qu'à première vue, je pense qu'il faudrait peut-être analyser les choses d'une façon globale. Partant de cette situation, je ne peux pas dire, je n'étais pas encore né, mais quand on voit l'actualité, c'est que c'était un événement au niveau de l'Afrique centrale qui a quand même marqué les esprits. Je n'étais pas né, mais de par la chance que j'ai eue d'avoir un papa qui était dans ce cadre-là, j'ai appris le patriotisme parce que l'indépendance, l'acquisition à l'indépendance, ça n'a pas été un cadeau. Ça a été une lutte. Et par conséquent, la façon dont on a acquis cette indépendance et cette lutte qui a été menée a marqué les esprits et a fait, de par les impairs et les aspects positifs, un combat qui ne cesse de rappeler la capacité de mener une lutte de l'Afrique centrale. Et je pense qu'il est nécessaire aussi de souligner cette dimension-là, à mon avis. Est-ce que la date du 30 juin est-elle indélébile dans la mémoire des Congolais? Nous avons promené notre micro sur le rue de Genève et suivons et débattons après. Que vous rappelle la date du 30 juin 1960? Le 30 juin 1960, bon, c'est l'indépendance du Congo, enfin du Congo RDC et de la plupart des pays africains. Et dans ce processus d'indépendance, il y a quand même quelques personnages historiques. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns, s'il vous plaît? Il y a certainement Lumumba, il est un peu connu partout. Il y a Kasavubu, et d'autres comme Tchombe, voilà. C'est les indépendances de beaucoup de pays africains, quoi. Et pour le 30 juin? Alors le 30 juin, c'est l'indépendance du Congo, Congo-Kinshasa, bien évidemment. Alors, quand on parle de l'indépendance du Congo, on se souvient tout de suite des personnages comme le président Kasavubu, le premier ministre Lumumba, il y a aussi M. Kizenga et plusieurs autres personnalités. Alors, la date du 30 juin 1960, enfin, personnellement, je vais vous donner pour moi. Pour moi, c'est le cas. Je me rappelle, on était
Et puis par rapport à, si on fait l'équivalent de ces années-là, des années 60, par rapport à maintenant, c'est malheureux à dire, quoi. Mais bon, heureusement avec, enfin à l'époque c'était pas vraiment l'époque coloniale, mais on avait encore cette, je pourrais dire quoi, je pourrais dire la côté bénéfique du colonialisme, hein, je pourrais dire. Donc on sentait encore, on dirait, on vivait, pratiquement on dirait on vivait en Europe. Donc on manquait de rien. Nos parents par rapport à ce qui nous ramenait à la maison, donc on arrivait à survivre. Quand on parle de la période coloniale, est-ce que vous êtes aussi de cet avis? Vous savez, j'ai vu Lumumba, j'ai vu Kasavubu, j'étais jeune. Mais ce qui émanait de ces personnes, c'est la foi qu'ils avaient dans la cause qu'ils défendaient. Ils avaient une cause à défendre, c'était leur pays, l'indépendance, la liberté de leur pays, la liberté des hommes. Ils la défendaient avec leur foi. C'est ce qui nous manque peut-être. Personnellement, je considère qu'ils n'avaient rien. Qu'est-ce qu'ils avaient comme arme autre que leur foi, que leur conviction, que leur détermination? Je crois que c'est cela qui nous manque à nous. Et quand vous parlez de l'indépendance, j'aimerais que vous reveniez au discours de Lumumba. C'est un discours qui n'était pas prévu. Lumumba dit dans son discours ce que nous avons souffert, les humiliations, etc. Ce carcan dans lequel nous avons vécu. C'est Lumumba, en fait, qui vient donner un coup de pied, n'est-ce pas, dans la fourmilière. Et qui fait d'ailleurs que le roi des Belges veut ce soir-là repartir. Il veut absolument. Pourquoi? Parce que Lumumba a eu, excusez-moi, le toupet, si vous voulez, de dire la vérité de ce qui s'est passé. Personnellement, j'ai une expérience d'enfance. J'ai vu mon père fouetter. Est-ce que vous pouvez imaginer pour un gosse de 6 ans, pour qui le père, c'est voir mon père fouetter, hein, sa culotte en lambeaux? J'ai vécu cela, n'est-ce pas? Il y a eu du beau côté, de belles choses qui se sont faites, mais il faut, je crois, remettre cela dans le contexte, ce que ces gens ont pensé qu'il fallait absolument, couper ce carcan, n'est-ce pas, briser, n'est-ce pas, ces chaînes. Et Lumumba a été, et Kasavubu ont été, n'est-ce pas, il y a eu d'autres, n'est-ce pas, ceux qui ont incarné cela. Lumumba, quand la conférence